tous et bonne année. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, pour tous ceux qui ont pu fêter les fêtes, parce qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué, on va dire. Je voulais faire une petite vidéo pour faire une espèce de récapitulatif de tout ce qui s'est passé dernièrement chez les constructeurs depuis ces dernières années, parce que je pense que c'était important. Il y a eu pas mal d'évolutions, malheureusement pas forcément en bien. Et du coup, je voulais faire un topo pour, je dirais, faire une espèce de mise à jour, on va dire, sur tout ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit sur les iPhones, sur les Mac, ou même sur les PC d'autres constructeurs. Il y a aussi quelques petites bonnes nouvelles, entre guillemets, parce que certains constructeurs commencent enfin à se réveiller un petit peu et proposer des PC qui sont réparables, entre guillemets, enfin, en tout cas c'est mieux, je vous en parlerai aussi. Voilà, je pense que c'est intéressant, on va dire, de voir un peu les dernières choses qui ont été faites par les constructeurs en bien ou en mal, entre guillemets, surtout aujourd'hui où on nous parle forcément d'écologie, etc. Donc voilà, c'est un petit point pour essayer de se mettre à jour par rapport à tout ça. Alors je pars du coup forcément sur les iPhones, hein, je pars sur le 5S où je dirais que c'est à partir de là que les emmerdes ont commencé, entre guillemets. Les réparateurs qui ont connu les 5S vont, je pense, reconnaître le problème. Quand on changeait le bouton à l'époque, par un bouton non d'origine, parce qu'il était coupé, cassé, ce que vous souhaitez, on perdait le Touch ID, ça c'était pas un souci, tout le monde le savait très bien, même si c'était déjà assez gênant, parce que chez les autres fabricants comme Samsung ou Huawei ou Xiaomi, qui n'existait pas encore à l'époque, mais bref, tous les fabricants qui avaient un bouton en Touch ID, on le changeait et on gardait quand même la fonction Touch ID. Chez iPhone, c'était pas le cas, et d'ailleurs ce n'est toujours pas le cas. Quand on change le bouton d'un 8, d'un 7, d'un 6S, 6, etc., il n'y a plus de Touch ID. Mais voilà, alors sur les 5S, qu'est-ce qui s'était passé quand ils ont sorti le téléphone et qu'on changeait le bouton? Eh bien, non seulement on perdait Touch ID, mais en plus quand on restaurait le téléphone, eh bien, on avait une erreur. Donc c'était pas super agréable. Ça avait fait jaser pas mal de monde, forcément. La communauté était pas très contente, que ce soit les réparateurs ou les particuliers qui se retrouvaient avec un téléphone qui était bloqué quand le bouton était changé. C'était bête quand même. Apple avait donc sorti une mise à jour pour débloquer cette situation. Mais voilà, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire des trucs assez rigolos, on va dire. On a eu du coup ensuite, alors le 6.6S, qui a pas eu de souci, à part le fameux Touch ID, pareil, qu'on perdait quand on changeait le bouton, mais ils sont restés là-dessus. Il y a eu du coup le fameux 7, où ça a été une catastrophe ce téléphone. Alors sans parler des problèmes de réseau ou de son sur les cartes mères qui sont relativement connus aujourd'hui, hein, ça on a parlé maintes et maintes fois. On avait déjà le bouton qui changeait, on a du coup eu un espèce de bouton Home et Touch ID qui était cette fois-ci complètement tactile. Ce qui était assez intelligent de leur part, parce que là du coup même quand on changeait le bouton, comme il était sérialisé avec la carte mère, eh bien on perdait toutes les fonctions du bouton, donc que ce soit le Touch ID ou le bouton clic retour, hein, forcément, parce que là c'est vraiment un bouton intégré avec un numéro de série propre à la carte mère, donc ça je pense que tous les réparateurs ont eu le malheur de connaître ce problème quand le bouton était cassé ou coupé lors d'une réparation ou même lors d'un choc ou quoi que ce soit. Ça a été une catastrophe. Ça, Apple n'a jamais vraiment, on va dire, changé le système, hein, parce que après on a eu toute la gamme des 7+, 8, 8+, 8SE, etc., où on a gardé le même système de boutons. Ils ont trouvé la faille pour eux, hein, ils sont contents, parce que du coup les réparateurs indépendants ne pouvaient pas changer le bouton par eux-mêmes, le particulier non plus. Il fallait absolument passer par Apple pour changer le bouton, et forcément le prix facturé était juste catastrophique. Ça, c'était une belle évolution de leur côté pour ça, donc je trouve que c'était vraiment dégueulasse forcément de leur part, hein, comme tous les réparateurs le savent, c'est absolument ignoble de faire des procédés de cette façon, où ça force le client à aller chez Apple pour payer vraiment un bouton, parce que clairement le bouton à fabriquer coûte, je pense, absolument rien. Mais voilà, comme il y a le numéro de série, Apple peut se gaver derrière en expliquant au client que il faut reprogrammer le bouton, etc., etc. C'était une bonne idée de leur part de ce côté-là, ils étaient tranquilles avec ça, ils se sont dit ça au moins on va les tenir avec ça, et effectivement ça a marché. Alors il y a eu quelques réparateurs en Chine qui ont des équipes qui ont réussi à trouver des solutions pour ces fameux boutons, pour trouver des boutons de remplacement, mais malheureusement ça n'a jamais été vraiment parfaitement fiable et stable. On avait toujours des petites latences ou des boutons qui marchaient pas toujours, enfin c'était pas parfait on va dire. Bon, il y avait une petite solution on va dire, mais malheureusement c'était pas super. Mais voilà, là Apple ils avaient trouvé une belle solution. Puis est arrivé forcément le Face ID avec le X, comme tout le monde le sait, qui était une belle évolution, parce que là du coup c'était un bon point pour nous réparateurs ou particuliers, dans le sens où là il n'y avait plus de boutons, donc forcément plus besoin de changer de bouton vu qu'il n'y avait plus de boutons. Les écrans, pas de souci, on pouvait les changer, c'était pas mal. Les batteries, on n'avait pas de message d'erreur. Par contre le Face ID, effectivement, si un des capteurs du Face ID était endommagé, donc il y a la caméra infrarouge, le dot projecteur collé du coup sur le même système de la caméra avant, et puis le capteur collé sur l'écran qui lui aussi était lié. Donc on avait trois composants qui étaient liés à la carte mère pour le Face ID. Si un de ces trois composants là était
abîmé, changé ou quoi que ce soit, on va dire, qui n'était pas d'origine, eh bien on perdait le Face ID. Et là pareil, il fallait passer par Apple pour pouvoir reprogrammer tout ça. Par chance, les équipes chinoises ont réussi pour les X à trouver des solutions, des parades, alors pas pour tout, mais on a pu trouver des solutions pour réparer le DOT quand il était en court-circuit, donc soit parce qu'on touchait le capteur avec le doigt, soit parce qu'il prenait l'eau ou des chocs, ça peut arriver dans ces trois cas-là. Ils ont même réussi à trouver une solution pour pouvoir changer le capteur qui était sur l'écran en passant par le hack checkra. Ça c'était vraiment une très bonne nouvelle. Donc les X étaient plutôt bien réparables au niveau Face ID. Il n'y avait pas de problème de batterie, encore une fois, quand on changeait la batterie, on n'a pas de message d'erreur. L'écran non plus. Pour moi, les X actuellement restent une des meilleures gammes qui ont été sorties. Grâce à tout ça, parce que Apple avait trouvé la parade pour le Face ID par rapport au bouton sur les anciens modèles pour bloquer un peu le truc. Mais ils n'avaient pas encore pensé à cette époque-là au système de changement de batterie ou d'écran où on avait ces fameux messages d'erreur qui disaient attention, votre batterie a été changée, ça n'a pas été changé par Apple, ou pareil pour l'écran. Ça, c'était pas mal. Les X, c'était vraiment des bons téléphones, je trouve, de ce côté-là. Malheureusement, on se retrouvait avec les cartes mères sandwich. C'était les premières versions en carte mère sandwich, où lorsqu'il y avait choc ou torsion, les cartes mères pouvaient s'arracher l'une de l'autre. Ça, c'est pareil. J'avais fait des vidéos, vous avez dû voir ça, ou même en tant que réparateur, vous avez déjà dû avoir le cas, ou en tant que particulier, si le téléphone tombait ou était tordu, vous avez dû avoir le cas. Et à partir des X, eh bien, malheureusement, on a dégringolé un peu en qualité. C'est-à-dire qu'on a eu les XS, qui étaient fabriqués comme les X. Dans le principe, pas de souci, on était habitués. Mais ils ont commencé à mettre en place les fameux messages d'erreur de batterie. Ça, tout le monde le connaît. Hein. Quand on changeait la batterie, même par une batterie d'origine Apple, mais d'un autre téléphone, comme le numéro de série n'était pas le même, on se retrouvait avec un message d'erreur qui disait « Attention, cette batterie n'a pas été changée par Apple. » Alors, en gros, c'est clairement ça. Encore une fois, on se retrouve dans un truc un peu dégueulasse. Mais bon, au moins le téléphone fonctionnait. Puis sont arrivés les 11, où on a rajouté un petit cran là-dessus, les fameux écrans. Quand on changeait l'écran ou la batterie, on avait un message d'erreur. Donc si on change l'écran et la batterie, on a deux messages d'erreur au démarrage du téléphone. C'était pas super agréable. Après 15 jours, si je dis pas de bêtises, le message d'erreur de l'écran disparaît, mais pas de la batterie, je crois bien. Enfin voilà, c'était des petits trucs un peu étranges. On gardait le système Face ID qui devenait un peu moins réparable que les X, parce que comme le hack checkra s'arrêtait sur les iPhone X, eh bien on pouvait pas réparer le Face ID comme les X, on va dire, pour les 11. On peut réparer le dot projector, mais on pouvait pas changer le petit capteur sur l'écran. Bon. Ça reste encore jouable parce que souvent, quand on pouvait les dessouder d'une nappe à l'autre, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on baissait un petit peu en réparabilité sur les 11, ça c'est clair et net. Sont arrivés les 12. Ou alors les 12, je me suis noté ça parce que c'était assez rigolo. On retombait un peu au problème des 5S. Et d'ailleurs, je vous en parlais parce que les 13, c'était le même problème. Et je pense qu'Apple a trouvé la parade pour faire parler d'eux parce que clairement, dans tous les cas, ils sont gagnants. Les 12, lorsqu'ils sont sortis, eh bien, si on changeait la caméra, on perdait la caméra. En gros, il y avait encore une fois un numéro de série, une sérialisation qui était faite entre la caméra et la carte mère. Et l'iPhone 12 ne pouvait pas supporter un changement de caméra, même si on changeait la caméra par une caméra d'origine. Une cata, clairement, parce que là, il y a, c'est pas comme le Touch ID où il y avait des histoires de sécurité. La caméra, c'est une caméra, faut arrêter un peu. Si on la change et que ça fonctionne pas, il y a quand même, un bon blocage qui est fait par le fabricant. C'est assez rigolo. Ça a gueulé, forcément, par les particuliers ou les réparateurs indépendants. Donc Apple a fait une mise à jour, un peu comme les boutons des 5S, afin de pouvoir récupérer une caméra si on change la caméra par une autre caméra sur l'iPhone 12. Donc 12, 12 Pro, 12 mini, enfin tous ces modèles-là. Histoire assez rigolote. On garde bien sûr les messages d'erreur sur les écrans, les batteries, ça maintenant on est habitué, il n'y a pas de souci. Le Face ID reste pareil, ok. Sont arrivés les iPhone 13, où là ça a été une débandade, ça a fait un bruit phénoménal, et peu de gens, je pense, l'ont vu venir, et ont parlé de ça vraiment assez énergiquement, je pourrais dire. J'étais pas inquiet. J'en ai pas parlé parce que je laissais couler, parce que pour ceux qui sont dans le domaine depuis quelques temps ou qui suivent un petit peu, c'était à prévoir qu'ils allaient changer un peu ça. Je m'explique, les iPhone 13, du coup, lorsqu'on changeait l'écran, on perdait le Face ID. Un truc de dingue parce que aucun composant n'est lié pour le Face ID avec l'écran, ça n'a aucun rapport, mais encore une fois, Apple a mis en place cette espèce de situation. Ça a duré quelques mois et hop, mise à jour, et depuis on peut changer l'écran, on ne perd plus le Face ID. Ça a gueulé, encore une fois, ça fait beaucoup parler, les réparateurs étaient très inquiets, les particuliers, ils aiment pas trop ça non plus. J'ai envie de dire que là, on est dans un schéma marketing qui est, je pense, bien rodé. C'est-à-dire qu'Apple a compris que lorsqu'on fait une petite bêtise comme ça, un petit blocage, ça fait gueuler. Ça fait gueuler, mais c'est pas grave, ça fait parler de la marque. Que ce soit en bien ou en mal, ça fait jaser. Dans tous les cas, ça les arrange, parce que si ça n'avait pas gueulé, ils auraient laissé ça comme ça, et du coup, on se serait retrouvé avec des téléphones qui n'avaient plus de Face ID si on change l'écran en tant que particulier ou réparateur indépendant. Tout bénef pour eux. Ça fait gueuler, ça fait parler d'eux.
tout bénef pour eux. Donc dans tous les cas, c'est assez rigolo, mais ils sont quand même revenus en arrière, parce que souvent quand ça gueule trop, au bout d'un moment, ils le font quand même. C'est assez marrant. Donc je pense que pour le prochain modèle qui va sortir, peut-être le 14 ou le 15, je sais pas, ils vont encore faire un truc, voilà, quand ils ont besoin de faire un petit coup de pub, je vois ça comme ça, je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans du marketing pur et dur. Là, ce qu'ils font, c'est même pas bloquer pour bloquer la réparation, c'est bloquer pour faire parler du dernier modèle, parce qu'il y a ça. Et du coup, ça se retrouve sur tous les réseaux, ça se retrouve partout, en fait, tout le monde en parle, et du coup, bah, mine de rien, ça fait parler de la marque. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est que la publicité, j'ai l'impression que pour certaines grosses marques, c'est même plus un problème si c'est en mal. Ils s'en foutent du moment que ça fait parler du truc. Donc bon, méfiez-vous de ça, on va dire. Attendez un petit peu. Je pense que dans ce genre de situation, ça peut être intéressant de voir un peu comment ils réagissent. Bon, après, c'est quand même bien d'en parler et de faire en sorte que ça débloque s'ils font quelque chose comme ça, comme là ils l'ont fait. Mais dans tous les cas, il faut garder en tête que dans eux, ça les arrange. À mon avis, c'est personnel comme avis, mais je pense que dans tous les cas, ils seront toujours gagnants dans ce genre de situation. Parce que si, encore une fois, on n'avait pas parlé du problème, ils auraient laissé comme ça, et du coup, ça aurait été une cata. Mais comme on gueule, eh ben, ils font un peu marche arrière, mais dans tous les cas, ça les arrange, ça fait parler de la marque. Voilà. Bon, ça c'est pour les iPhones, du coup, on en est là aujourd'hui. J'espère que les prochains modèles seront, on va dire, un petit peu améliorés. Alors, ce qui me gêne dans toute cette histoire, c'est vraiment le fait que les gouvernements poussent les citoyens à tout faire pour éviter de gaspiller. On doit trier nos déchets, on doit éviter de faire trop de déchets, on doit faire attention, et ça c'est très bien, je le comprends très bien. On va pas être bête, hein, plus on va dans le sens de l'écologie, mieux c'est. Sauf que ça marche que pour nous, petits citoyens. Les fabricants industriels, généralement, ils s'en foutent complètement. Hein. On a bien la marque avec Apple, par exemple, c'est l'exemple. Je prends Apple comme exemple parce que, encore une fois, on répare beaucoup de produits Apple, donc on a un beau regard là-dessus, on va dire. Mais ça marche pour toutes les marques, hein, que ce soit du Asus, du HP, enfin tout ce que vous souhaitez comme marque actuellement. Le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Eux, ils sont pas bêtes, ils ont compris le truc. Hein, et comme il n'y a, je pense, actuellement aucune loi qui réellement les dérange, peuvent faire bien ce qu'ils veulent, ça changera pas grand chose. Donc on est vraiment dans un cadre, je dirais, à deux temps, quoi. Hein. Clairement, on a les gouvernements et citoyens qui veulent d'un côté essayer de faire tout pour l'écologie, et d'un autre côté, les fabricants qui, eux, veulent tout faire pour empêcher de réparer un appareil et du coup devoir racheter un appareil. Donc c'est assez gênant et assez rigolo de voir que les gouvernements, je dirais, pour parler poliment, n'ont pas les coronesses pour débloquer un peu ces situations-là. Bon, on verra dans l'avenir ce que ça va donner là-dessus, mais je suis un petit peu inquiet parce que j'ai vraiment l'impression que plus ça va et plus les fabricants peuvent faire ce qu'ils veulent, bloquer les appareils, et ça devient vraiment catastrophique. Bon, on verra bien, pour l'instant c'est pas bon signe. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles par rapport à ça. On a quelques fabricants comme par exemple Dell qui ont sorti dernièrement un PC qui sera plutôt réparable, à vrai dire, c'est plutôt une bonne chose. On a aussi un petit PC sympa qui est le Framework, si j'ai pas de bêtises au niveau du nom. Je vous mettrai le lien. Alors pour l'instant il n'est disponible qu'aux US, je crois c'est que aux États-Unis qu'il est produit, mais ils veulent étendre ça forcément à plus grande échelle. Un PC qui est vraiment très réparable. Louis Rossmann en avait parlé, je crois bien qu'il en avait même acheté un. C'est vraiment, quand il avait démonté que j'avais vu ça, je trouve ça formidable, c'est vraiment ultra bien fait. On se retrouve avec une machine qui peut vraiment être démontée et réparée très facilement. Ils ont prévu pour les prochains modèles avec les nouvelles cartes mères qui sortiront avec les nouvelles générations d'être compatibles avec les anciens modèles, donc la carte mère aura la même forme, les mêmes connectiques, enfin tout sera pareil pour pouvoir prendre une carte mère plus récente et le mettre dans un ancien châssis. Ça permet de racheter juste la carte mère et de garder tout le châssis, donc l'écran, le clavier, etc. d'avant. Ça c'est juste une super idée, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Enfin, si, pour faire du chiffre en général, mais voilà, il y a quelques marques qui commencent à apparaître, à se démarquer, et je pense qu'ils ont raison, parce que comme ça va être les premiers, ils vont faire un profit phénoménal, tout en restant, on va dire, intelligents dans la conception des machines. Je trouve ça très très bien. J'espère juste que beaucoup de marques vont emboîter le pas. Mais voilà, il y a quand même de bonnes nouvelles. Parlons maintenant des MacBooks. Alors les MacBooks, ça a été, je pense, la pire année que j'ai connue au niveau réparabilité sur les Macs. C'est une cata, clairement, y a rien d'autre à dire. Les derniers MacBooks sont une saloperie, y a rien de bon dans ces appareils pour moi au niveau réparabilité, hein, j'entends bien, je parle pas des performances, etc. Ça pour moi c'est, on va dire, un autre domaine, on va dire, selon le besoin du client, etc. Mais on s'en est bien aperçu, on a reçu énormément cette année de MacBook, j'ai pas les chiffres mais je m'amuserai à les faire un de ces quatre peut-être. On a reçu énormément de MacBook qui à partir de je dirais 2018 sont presque devenus irréparables, en tout cas par les réparateurs indépendants comme nous, mais comme Apple change les cartes mères, ils se prennent pas la tête, le client il va raquer comme pas possible, soit parce que la puce T2, donc la fameuse puce qui va contrôler tous les composants qui sont sur la carte mère, si je peux simplifier le truc, ne pouvait pas être changée parce qu'elle était HS, et du coup la changer, on n'en trouve pas parce que les cartes mères sont extrêmement chères pour pièces.
Ça commence à apparaître gentiment, mais bon, c'est quand même très long à changer parce que c'est un processeur d'iPhone finalement. Hein. Il y a plus de 1600 billes à souder, donc à rebiller dessus. C'est comme un processeur d'iPhone. Donc si vous m'avez vu faire un swap de CPU sur un iPhone 7 par exemple ou 6, eh bien c'est pareil pour les MacBooks. Donc du coup c'est quand même assez lourd et long à faire, donc c'est forcément coûteux. Ça c'est le vrai problème. Le deuxième problème, j'en ai parlé, c'est les mémoires qui sont soudées sur les cartes mères et qui sont programmées ensemble, donc on peut pas les retrouver non plus. S'il y a une mémoire qui lâche, on perd toutes les données. On peut pas juste changer la mémoire pour récupérer un disque dur fonctionnel. Il faut changer les 4 mémoires, mais encore une fois, comme la T2, comme elles sont liées ensemble, il faut trouver une carte mère pour pièce et du coup ça coûte extrêmement cher quand on peut les trouver. Enfin, c'est une catastrophe. Clairement, les derniers MacBooks qui sont sortis, c'est vraiment une horreur. Il y a les puces de contrôle USB-C, comme tout le monde connaît, pour ceux qui ont eu ces problèmes-là, qui peuvent lâcher très facilement, qui ont été bloqués par contrat par Apple. Donc on peut pas trouver ces pièces-là en neuve. On peut les trouver que d'occasion sur des cartes mères. Ça va, on peut en trouver encore pour l'instant sur le marché, mais parfois elles vont tenir moins longtemps forcément parce qu'elles ne sont pas neuves, donc c'est une catastrophe. Cher. Enfin vraiment, on se retrouve dans un circuit chez Apple qui est vraiment de pire en pire, où les produits sont de moins en moins réparables. N'achetez pas clairement de MacBook nouvelle génération, c'est une cata. Alors il y a les M1 que je ne connais pas encore bien pour l'instant niveau réparabilité, mais on retrouve la puce T2, on retrouve un processeur Apple, donc on se retrouve comme un iPhone finalement. Bloqué, on pourra pas, je pense, changer le processeur ou quoi que ce soit. On peut changer la mémoire, ça c'est une bonne nouvelle. On peut passer de 256 Go à 512 Go si on veut, ça fonctionne. C'est la seule bonne nouvelle, j'ai envie de dire, sur ces appareils-là. Ils ont repris, je pense, le même système que les 13, parce que les iPhone 13, ils ont une NAND qui n'est plus programmée en elle-même. C'est tous les numéros de série sont sur le processeur. Je pense qu'on a pareil sur les MacBook M1, je peux me tromper, mais je vérifierai ça. Enfin voilà, on a vraiment de plus en plus de numéros de série qui sont intégrés dans les composants, et du coup ça devient très très compliqué de réparer en prenant un composant au pif d'une carte mère et hop de le remettre dessus comme on pouvait faire à l'époque. Là c'est plus délicat. Certains composants on peut même pas les changer parce que voilà, comme la T2 par exemple, où il y a un numéro de série qui est intégré dans la puce, on peut pas la changer, la lire ni l'écrire, c'est une cata. Donc du coup on se retrouve avec une machine qui est irréparable même si on change certains composants. Ça devient vraiment vraiment grave, je trouve, dans un monde où encore une fois on essaye de faire des efforts pour l'écologie. Alors il y a le fait que moi, ça me fait pas plaisir dans le sens où effectivement il y a l'écologie. Ça me fait pas plaisir aussi parce que on se retrouve dans un circuit où avant, bien même que moi j'ouvre mon magasin en tant que réparateur aujourd'hui comme je suis, je bricolais beaucoup dans mon coin chez moi. J'adorais ça et d'ailleurs j'adore toujours ça. Ça c'est pas un souci, ça s'arrêtera pas tout de suite à mon avis. Bah, du coup, je pouvais réparer. Je pouvais, moi, en tant que particulier, m'acheter des pièces, des cartes mères, des machins, puis trifouiller un peu, réussir à réparer par passion, surtout parce que clairement, la plupart des appareils, je les revendais même pas, je les gardais pour moi. C'était sympa et c'était bien. Je me disais, bah super, on peut réparer un appareil quand on a compris, c'est une bonne chose. Même si forcément ça faisait pas toujours plaisir au fabricant. Mais là, le fabricant nous fait clairement un gros doigt d'honneur et nous dit non mais en fait vous réparez plus nos machines, on a vraiment pas envie que vous les répariez, vous allez payer si vous souhaitez réparer nos machines. D'ailleurs ils ont mis en place les fameux programmes pour que les réparateurs indépendants puissent faire partie en gros des personnes qui peuvent avoir accès aux pièces Apple. Alors je sais pas exactement comment ça va donner parce que par exemple pour un Face ID, est-ce qu'on aura accès au programmeur, est-ce qu'il faudra envoyer le téléphone chez Apple, je sais pas trop, j'ai pas encore tout lu de ce côté-là, mais dans tous les cas il faut raquer pour passer ce fameux petit diplôme. Où finalement on a vu ça, il y a eu des fuites de ces fameux diplômes, en gros bah, c'était des vidéoconférences etc ou des vidéos. On a vu les fuites de ça où clairement c'était presque de la propagande, hein, où ils forçaient les réparateurs indépendants à pousser le client à aller chez Apple. Je trouve ça assez formidable. Enfin, c'est vraiment tout un monde assez exécrable, on va dire, mais voilà, vous pouvez regarder sur internet par rapport à tout ça, il y a plein d'infos là-dessus, je mettrai 2-3 liens peut-être si besoin, mais c'est vraiment, enfin on est vraiment dans un truc absolument dégueulasse où le fabricant fait tout pour empêcher la réparation hors de son circuit, afin que lui puisse dire au client, non mais il faut changer la carte mère, ça va vous coûter 800€, ça va vous coûter 900€, vous inquiétez pas, on va changer ça, et puis enfin, c'est une cata. On a encore eu un client ce matin qui est passé là, avant que je commence la vidéo, pareil pour un MacBook où la carte mère a un défaut, il doit y avoir un court-circuit et il faut changer la carte mère selon Apple. Ça va coûter 800 balles, mais la carte mère, on la récupère, on la remettra en route. Les données, on peut pas vous garantir qu'elles seront pas mis dans la nature. D'ailleurs, il y a eu 2-3 cas ces derniers temps de données futées dans des centres non agréés Apple, mais qui sont affiliés à Apple. Enfin, c'est tout un circuit bizarre, on va dire. Donc franchement, Apple, j'ai envie de dire que plus ça va, moins ça va. Je vous déconseille fortement d'acheter des MacBooks actuellement. Les iPhones, ça va. Ils restent encore sympas à réparer et plutôt réparables, on va dire, par rapport à d'autres modèles, parce que les Samsung, n'en parlons pas, les écrans coûtent extrêmement cher, donc du coup quand il y a un souci de choc, ça casse bien souvent l'écran, et si la carte mère en plus a un souci derrière, ça vaut pas le coup de changer le téléphone, de réparer le téléphone, le mieux c'est de le changer, c'est pas drôle mais c'est souvent ça qui se passe. On a encore moins de logiciels pour tout ce qui est Samsung,
comme les Xiaomi, les Huawei, etc. Donc c'est plutôt délicat à réparer en général. Alors c'est réparable quand on trouve le composant qui est défectueux, mais comme les schémas sont plutôt bloqués, bah, du coup on se retrouve coincé. À savoir que tout ce qui est schéma qu'on arrive à voir sur Apple, donc toutes les vidéos que je fais moi en général où je vous montre les schémas, c'est pas des schémas qui sont fournis par Apple, hein. Loin de là, c'est des fuites ou alors des équipes chinoises qui ont développé des logiciels pour ça, mais ça n'a rien à voir avec Apple. Donc si les produits Apple, on a accès aux schémas, etc., c'est pas grâce à Apple du tout, c'est uniquement parce que comme c'est des produits qui se vendent beaucoup, eh bien les équipes chinoises ont travaillé à ces logiciels. Donc c'est assez rigolo de se dire que actuellement les produits Apple sont les plus réparables parce qu'on a accès à des logiciels qui sont faits par d'autres équipes qu'Apple. Mais que d'un autre côté, c'est la marque qui veut tout faire pour éviter les réparations. C'est assez rigolo cette espèce d'entre-deux. Donc voilà, je vous montre rapidement donc le Dell. Alors c'est le Dell Luna, il s'appellera, c'est un concept, il n'est pas encore sorti, hein, on va espérer qu'il sortira peut-être cette année. Où là, ils ont prévu en gros moins de complexité pour démonter la machine, donc moins de vis, moins de système de trucs collés, moins de plastique, etc. Alors moins de vis, je suis pas forcément pour, parce que moins on met de vis, plus on met de clips. Les clips ils sont en plastique et du coup ça peut casser au bout de 3-4 ouvertures, ou même dès la première quand on fait pas forcément très attention, des fois ça peut casser vite. Alors on verra un petit peu ce que ça donne. Si après par contre on peut avoir accès aux pièces, ça peut être bien. Alors ça dépendra du prix bien sûr, mais si je casse une coque en l'ouvrant, si je peux l'avoir à, allez on va dire 50 €, bah ce serait formidable. Bon j'imagine que ce sera un peu plus cher que ça, mais au moins si on peut changer la pièce à des coûts qui restent encore intéressants, pourquoi pas. Donc voilà, les moins de vis, je suis pas forcément pour, mais déjà au moins il y a un effort de fait par le fabricant pour déjà pouvoir proposer un appareil qui sera plus facile à ouvrir, plus facile à démonter, et du coup sans doute avec des pièces qui seront plus faciles à changer. Ça c'est la bonne chose. Alors ce que je ne sais pas encore par rapport à ce modèle-là, c'est si ils vont ouvrir les pièces à l'achat pour les particuliers. Donc est-ce que l'utilisateur lambda pourra acheter soi-même sa pièce et puis la changer chez lui? Ça je ne sais pas encore, mais ce serait une bonne chose. Dans tous les cas, Dell a l'air de vouloir faire un petit pas en avant pour la réparabilité, c'est plutôt une bonne chose. Donc je vous laisserai vous renseigner. Donc c'est le Dell Luna, ça peut être intéressant de suivre un petit peu ça. On a donc ensuite le Framework, donc le fameux PC qui malheureusement pour l'instant n'est pas encore dispo en Europe, il n'est dispo qu'aux US. J'espère que ça va pas trop tarder, parce que c'est vraiment, je pense, actuellement le meilleur PC portable qui ait pu être donné de sortie. Niveau réparabilité, c'est juste une bombe. Louis Rossmann avait donc fait une vidéo où lui, je crois qu'il l'a acheté ou on lui a envoyé. Il a fait un démontage de la machine, il a fait un beau review là-dessus. C'est vraiment incroyable à quel point cette machine peut être réparée. On peut du coup changer la carte mère soi-même. J'ai peut-être des photos là. Voilà, c'est vraiment très facile à démonter. Il propose même, si vous retrouvez la photo, voilà, on voit bien la carte mère ici qui est vraiment facile à changer, qui est facile à démonter. On a des espèces de petits modules sur les côtés qu'on peut brancher sur le côté là de la machine, qui va transformer, donc ici en fait à l'intérieur on a un port USB-C, d'ailleurs on le voit sur la carte mère, qui vient ici, et en fait ça va transformer pour un slot SD card par exemple, ou un slot réseau, ou un slot USB classique, ou voilà. On peut avec ces petits modules transformer les connectiques externes de l'appareil. Je trouve ça juste génial, c'est une superbe idée, c'est un truc qu'on comprend pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Ils fournissent carrément un tournevis avec la machine, hein, ça c'est vrai, quand on achète l'ordinateur ils vous fournissent ce petit tournevis pour carrément vous inciter à l'ouvrir si vous avez besoin, ça je trouve ça excellent. C'est bien la première fois qu'un fabricant incite presque les clients à ouvrir leur appareil, je trouve ça vraiment bien. C'est bien vu. Les cartes mères du coup seront techniquement rétrocompatibles, donc c'est à dire que si on achète une carte mère plus récente pour avoir plus de performance, on pourra le mettre dans un châssis plus ancien, ça c'est formidable. Les barrettes de RAM ne sont pas soudées, le SSD n'est pas soudé, il est infichable, enfin vraiment on se retrouve avec une machine très sympa. Alors le processeur et la carte graphique sont-elles toujours soudées, ça c'est forcément des coûts de fabrication, ils ont plus vraiment le choix pour suivre un peu le mouvement. Mais au moins pour le reste, c'est réparable. Bien sûr, à voir le prix des pièces, ce que ça pourra donner. Le prix de la machine, quant à lui, il n'est pas donné, mais bon, si on peut le faire durer des années dans le temps, ça peut être intéressant. Je crois qu'il a à peu près 1000 $ actuellement. Bon après, si on convertit avec l'euro, ça peut être un peu moins cher, donc je pense qu'il faudra s'attendre avec un peu de chance à du 800 €, ce qui serait pas dégueulasse finalement, hein, si on tombe dans ces prix-là, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le voir débarquer en Europe, avec bien sûr des claviers AZERTY, parce que même si pour les développeurs, le QWERTY c'est super bien, d'ailleurs ils ont fait une jolie image pour ça. Pour le lambda, l'AZERTY c'est quand même plus sympa pour nous les Français. Donc voilà, ils sont un petit peu pour l'instant en train de développer tout ça. J'avais fait une demande pour qu'ils nous en envoient un, mais malheureusement j'ai pas eu de réponse. Je pense qu'on est trop petit pour eux pour que ça les intéresse. Je crois même que Rossmann avait dû l'acheter pour faire la review, si j'ai pas de bêtises, il a dû passer sur la boîte. Peut-être que je me laisserai tenter, on verra pour en trouver un ou en acheter un, on verra peut-être plus tard pour faire un petit démontage aussi. Mais voilà, si ça vous intéresse, Louis Rossmann a fait voilà un beau démontage de la machine en vidéo, je vous mets le lien, ça pourra vous intéresser.
Et puis du coup, on se retrouve avec le Fairphone 4, qui est donc un très très bon téléphone aussi de ce que j'ai vu niveau réparabilité par rapport aux anciens modèles. La bonne nouvelle, c'est que sur les Fairphone 4, on avait avant les anciens modèles, donc les 3, 2, 1, ils étaient vraiment limités en puissance. Là, on se retrouve avec un téléphone qui va vraiment être bien. Niveau photo et rapidité, il se démarque très très bien. Le seul souci que j'ai avec le Fairphone, c'est que du coup, les pièces sont plus, comment dire, difficiles à avoir au niveau des délais. Comme c'est une petite entreprise par rapport à Asus ou Apple ou quoi que ce soit, je pense que les taux de fabrication de pièces sont plus compliqués, plus longs. Donc bah forcément pour avoir une pièce c'est un peu plus long, mais par contre on a un téléphone qui est vraiment très réparable. J'en avais démonté un ou deux, un 3 moi pour voir un peu. Franchement c'est formidable, c'est du Lego clairement. On a 2-3 vis à enlever, on tire dessus, ça vient tout seul. C'est des connectiques qui sont super bien faites. Clairement casser un truc en démontant le téléphone là-dessus, il faut vraiment le vouloir. C'est du Lego, vraiment j'ai jamais vu un téléphone aussi facile et agréable à démonter. Donc voilà, les modèles que je peux vous conseiller en gros si vous êtes fatigué d'avoir des téléphones irréparables ou compliqués à démonter ou des PC, ce serait du coup le Fairphone pour le téléphone, le framework pour le PC ou bah du coup peut-être les nouveaux modèles. Je sais que Asus a prévu de lancer aussi un système là-dessus pour la réparabilité. J'en sais pas plus pour l'instant parce que c'est vraiment que des rumeurs entre guillemets. J'en parlerai quand ce sera un peu plus fiable, mais apparemment certains fabricants commencent à réfléchir à la réparabilité, donc à la suite, ce qui est une bonne chose. Mais de toute façon, je pense que ça va prendre le pas parce que si Dell se lance, Asus se lance, les autres fabricants vont se lancer aussi. La concurrence va faire qu'ils vont devoir s'y mettre. Donc on a quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver, je pense, dans les prochaines, peut-être cette année, peut-être dans les prochaines années, par rapport à ça. Donc on va suivre un peu le mouvement et puis on vous tiendra au courant par rapport à tout ça. Voilà, c'est un petit point sur tout ce qui s'est passé ces dernières années sur voilà tout ce qui était produit réparable, non pas réparable. On va espérer que ça avance à grands pas pour la réparabilité et puis on vous tiendra au courant pour tout ça. Allez, à la prochaine.